c'est ça, c'est le blanc des yeux, c'est la sclérotique. Autrement dit, quand vous avez un visage, on vous montre juste deux blancs des yeux, eh bien ça suffit pour activer votre système amygdalien de manière inconsciente. Si par contre il y a tout le reste, une mimique de peur ou de douilleur, mais qu'il n'y a pas ça, vous ne l'activerez pas. Donc on a un système vraiment très stupide, très rigide, très automatique, très câblé en fait, probablement très ancien, et on peut évidemment spéculer d'un point de vue évolutif. On peut imaginer que si vous discutez de philosophie existentielle avec un collègue dans la savane et puis qu'il y a un prédateur qui est dans votre dos, si votre collègue a un mouvement d'écarquillement et qu'on voit votre sclère, alors ça va peut-être vous donner un circuit automatique de réaction, de peur, de menace, et on peut divaguer là-dessus, mais en tout cas, on a donc la réponse à ce mécanisme, en fait, même de manière assez fine. Donc autrement dit, ce que je vous raconte pour l'instant, à la fois c'est évidemment quelque chose d'assez spectaculaire, d'entrer comme ça dans la vision inconsciente cérébrale, mais en même temps, par rapport à l'éducation que nous avons reçue, donc c'est-à-dire par rapport aux conceptions traditionnelles que nous avons sur le fonctionnement cérébral, ces résultats sont totalement conformes à ce que nous avons appris. Et qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris par exemple en ligne directe avec la conception de Hugh Jackson, qui était un très grand neurologue britannique de la première moitié, fin 19e, début du 20e siècle, qui avait proposé notamment cette vision d'un axe vertical hiérarchique intégré. Le système nerveux, c'est un axe vertical, la moelle épinière, le tronc cérébral, et ça monte jusqu'au cortex. Eh bien, il y a une hiérarchie. Et donc tout ce qui est évolué, tout ce qui est complexe, tout ce qui est élaboré, c'est en haut, c'est dans le cortex. Et donc évidemment, pour Jackson, par exemple, la conscience, c'est dans le cortex, et tout ce qui est sous-cortical, c'est inconscient. Même une sorte des fois de raccourci comme ça, si vous qualifiez quelqu'un de sous-cortical, en général, dans notre milieu, c'est pas extrêmement plaisant comme comparaison. Peu de gens le font, hein, mais... donc en fait, ce qu'on découvre là, c'est que le circuit colliculaire qui est sous-cortical, il fonctionne inconsciemment, d'accord, la belle histoire, et puis quand on est dans le cortex, c'est conscient. Donc c'est intéressant, mais c'est pas révolutionnaire. Alors on peut aller plus loin. Une fois qu'on comprend dans notre enquête que ce système-là semble fonctionner assez largement inconsciemment, et qu'il faut chercher la conscience plutôt là-dedans, on va se dire, on a deux voies dont je vous ai parlé, laquelle des deux semble la plus impliquée dans la prise de conscience visuelle. Et là aussi, il faut retourner vers les malades. En tout cas, le fait d'aller vers les malades est vraiment un atout très important. Et je vais vous parler d'une femme dont les initiales sont Madame DF. C'est une patiente qui a été étudiée notamment par deux collègues psychologues à la fois britanniques et canadiens, Milner et Goodale. Et en fait, cette patiente a un tableau heureusement rare, mais assez terrible, dans lequel elle a une destruction de ces deux voies ventrales. Donc autrement dit, le cortex occipital fonctionne, la voie dorsale, dont je vais vous parler après, fonctionne, mais la voie ventrale, donc ces flèches qui vont vers la face inférieure du lobe temporal, est détruite dans les deux hémisphères. C'est souvent des situations d'anoxie cérébrale, par exemple, qui peuvent donner des situations pareilles. Donc cette patiente, pour la neuropsychologie traditionnelle, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un tableau assez sévère qu'on appelle une agnosie visuelle. Une agnosie visuelle, cette fois-ci, elle a conscience qu'il y a de la lumière, qu'il y a des informations visuelles, elle n'est pas aveugle, mais par contre, elle a perdu la conscience, la capacité en tout cas, à identifier consciemment l'identité des objets de la scène visuelle. Par exemple, si vous avez lu ou vu au théâtre l'adaptation du recueil de nouvelles d'Oliver Sacks, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, eh bien le titre de cet ouvrage, c'est un cas d'agnosie visuelle. Ne pas savoir distinguer un visage d'un chapeau, ne pas savoir distinguer un carré d'un cercle, ne pas savoir identifier consciemment un objet de la scène visuelle, donc un tableau extrêmement handicapant, comme vous pouvez l'imaginer. Alors qu'est-ce que font Milner et Goodale? Ils publient dans Nature, qui est un des plus grands organes de publication scientifique, en 91, cette étude assez spectaculaire, et qui est une étude aussi assez passionnante du fait de sa simplicité expérimentale, avec une idée quand même forte derrière. Goodale et Milner inventent une boîte aux lettres. Donc ils construisent une petite boîte aux lettres, que vous avez ici, et cette boîte aux lettres a une fente au milieu. Et l'originalité de cette boîte aux lettres, par rapport à celle qu'on voit partout, c'est qu'on peut modifier, on peut faire une rotation de la fente dans le plan frontal, comme ça. Donc à chaque essai, vous pouvez présenter la boîte aux lettres avec une fente différente. Alors dans un premier temps, vous demandez à la patiente de vous rapporter consciemment l'orientation de la fente qu'on lui présente. Alors vous imaginez cette pauvre dame qui n'a même pas conscience de reconnaître une boîte aux lettres, encore moins l'orientation géométrique d'une fente, eh bien elle ne peut pas vous la décrire. Elle dit, je ne peux pas vous dire, je ne vois pas de fente, il y a des lumières, des objets, mais je ne sais pas les identifier.
Alors si vous continuez, vous lui dites, écoutez, on va vous aider, puisque je vous dis, le rapport, c'est pas que verbal, vous allez avec votre main, par exemple, mimer ce dont vous avez conscience, voilà, mimer l'orientation de la fente, donc vous l'obligez, avec la pince pouce-index, à désigner un segment, donc une orientation. Est-ce qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça? Et c'est ce qui est représenté ici. Il y a un petit triangle en haut du cercle qui correspond, donc là on a réaligné tous les essais, et le petit triangle, c'est la position correcte. Et vous voyez que si vous êtes un sujet sain, quand on voit vos réponses sont parfaitement alignées avec la position objective, la position réelle. Autrement dit, vous savez percevoir consciemment l'orientation de la fente avec une assez bonne précision. Par contre, Madame DF, lorsqu'on lui demande de faire ça, ses réponses sont absolument aléatoires. Elle répond totalement au hasard. Jusqu'à présent, c'est juste un test d'agnosie visuelle. C'est pas vraiment un scoop là non plus. On savait qu'elle pouvait pas faire ça, cette dame. Mais pourquoi Milner et Goodale avaient fait ça? Il faut que je vous dise juste un détail. C'est parce qu'on savait déjà avant cette étude que la voie ventrale est importante pour l'identification des objets, donc la prise de conscience des objets du monde, donc la vision contemplative un petit peu, et que la voie dorsale a un rôle très différent. Elle intervient dans ce que l'on peut appeler la vision pour l'action. Autrement dit, quand vous voulez agir sur le monde qui vous entoure, vous allez utiliser des informations visuelles pour savoir comment attraper une bouteille, comment taper dans une balle au tennis, etc. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont en fait demandé à Madame DF une deuxième chose à faire. Une boîte aux lettres, en général, quand vous postez une lettre, vous ne restez pas une demi-heure devant la boîte aux lettres pour la contempler ou pour décrire ses détails. Donc là, ils ont fait la même chose. Ils ont dit, on ne va pas vous demander maintenant de nous décrire la boîte aux lettres, on va vous donner une enveloppe dans la main et vous allez poster cette enveloppe dans la boîte aux lettres. Et là, la surprise que vous voyez ici, sur le graphe du bas, c'est que maintenant, cette patiente qui est incapable de vous décrire consciemment l'orientation de la fente, lorsqu'elle fait le geste de poster une lettre, eh bien l'orientation de sa main, et donc de l'enveloppe, avant qu'elle n'entre en contact avec la boîte aux lettres, c'est pas du tâtonnement, eh bien l'orientation de sa main est adaptée à l'orientation de la fente. Autrement dit, une région dans son cerveau ou un réseau de son cerveau est capable d'avoir accès à une information réelle du monde visuel, de la représenter, de guider un pilotage visio-moteur, mais tout cela se passe sans que cela puisse alimenter le flux de sa conscience. Autrement dit, il existe un processus chez Madame DF dans cette situation, qui est un processus cette fois-ci visio-moteur, inconscient, dont on peut étudier la pertinence, mais qui n'alimente pas le flux de la conscience de la malade. Alors ça, c'est quelque chose d'assez spectaculaire, et notamment, là où pour nous c'est très spectaculaire, c'est que cette fois-ci, c'est pas un phénomène visuel inconscient sous-cortical, mais c'est très probablement un système visuel inconscient cortical dans la voie dorsale, qui emprunte cette voie occipito-pariétale. Donc là, qui permet de commencer à faire la part des choses dans le cortex et dans la vision. Alors, quelle va être la prochaine étape, d'après vous? Permis de boire un petit peu. Eh bien, on va se poser la question, est-ce que c'est vrai que pour elle, ou est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Alors, est-ce que nous aussi, il nous arrive, autrement dit, d'utiliser notre voie dorsale, mais de manière inconsciente? Est-ce que ce mode de fonctionnement de la voie dorsale, des fois on fonctionne consciemment avec la voie dorsale, mais ce mode de fonctionnement non conscient de la voie dorsale, est-ce qu'on peut l'observer également chez des sujets neurologiquement sains? Et là, la réponse est venue d'Italie, notamment d'un collègue Agliotti, Salvatore Agliotti, et de plusieurs équipes ensuite dans différents pays qui ont répliqué ces expériences et puis les ont modifiées, les ont fait évoluer. Et ce qui a été très utile, c'est plutôt l'univers, cette fois-ci, des illusions visuelles. Donc pas tellement de la perception subliminale cette fois, mais des illusions visuelles avec cet exemple-là. Vous connaissez ce cercle qu'on appelle le cercle de Titchener, l'illusion visuelle des cercles de Titchener. Qu'est-ce que c'est? C'est une illusion de la psychologie gestaltiste qui était bien connue. Il y en a d'autres. Il y a le Müller-Lyer avec les segments de flèches rentrant ou sortant, etc. Alors là, ce que vous devez voir, elle n'est pas très bien rendue, je m'excuse visuellement, mais lorsque vous avez un cercle qui a le même diamètre ici et ici, le cercle central, selon son environnement, donc s'il est environné, notamment s'il est entouré par des cercles de plus grand diamètre que lui, il va nous apparaître subjectivement plus petit que s'il est entouré par des cercles de plus petit diamètre que lui. Et cette illusion visuelle, Zénon Pilichine, qui travaille aux États-Unis, il avait il y a plusieurs années qualifié, elle et d'autres illusions, de phénomènes cognitivement impénétrables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous savez qu'en fait c'est le même diamètre, vous ne pouvez pas échapper à cette illusion. Même si c'est vous qui le dessinez avec un compas, et vous avez gardé les valeurs numériques de ce que vous avez fait, eh bien, vous tombez dans l'illusion. Alors pourquoi donc c'est intéressant? C'est parce que Agliotti et ses collègues se sont demandé. Nous tombons dans l'illusion visuelle. Mais est-ce que notre voie dorsale tombe également dans l'illusion visuelle?
Autrement dit, consciemment, nous rapportons voir quelque chose de différent. Mais si on nous demande maintenant d'attraper le cercle central, qu'est-ce qui va se passer? Il fallait faire l'expérience. Et avec un dispositif qui permet là aussi